Bonjour, je vous remercie d'être venus toujours aussi nombreux pour cette seconde, seconde leçon que j'ai intitulée Amour, couleur. C'est un discret hommage, enfin pas si discret que cela, à mon maître Bernard Franck, qui a été professeur au Collège de France, et dont nous avions réuni une partie de ses écrits sur le bouddhisme japonais sous le titre de Amour, colère, couleur, essai sur le bouddhisme au Japon. C'était en l'an 2000, justement, et je vous en recommande la lecture parce que vous trouverez beaucoup de remarques, d'annotations avec l'érudition de Bernard Franck qui concerne aussi le concept de amour et couleur, ce qui va être le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Nous avons donc au cours précédent esquissé la vie et l'œuvre de Saikaku dans un contexte où l'expression culturelle japonaise, comme d'habitude, mais au terme d'un long processus, se trouve portée par trois dimensions langagières. Enfin, c'est là quand même que ça change un tout petit peu. Nous avons d'une part la langue japonaise classique, le sino-japonais sinographique, c'est-à-dire écrit en caractère chinois, et le sino-japonais transposé, ou le style mixte qu'on appelle souvent le wakan konkobun, n'est-ce pas? Alors, dans la vaste série d'œuvres attribuées à Saikaku, dont certaines font encore l'objet de débats, l'attribution, n'est-ce pas, l'authenticité, etc., nous avons isolé celle qui relève du genre appelé Koshokumono la dernière fois. Cette branche des ukiyo-zoshi, donc, je n'ai pas mis tout cela, mais c'est les Koshokumono, donc, que l'on peut sans doute traduire, comme le fait le dictionnaire historique du Japon, par histoire galante. Koshokumono, nous revenons sur ce terme tout de suite. Ukiyo-zoshi, littéralement les livrets, les livres du monde flottant, et vous vous souvenez du jeu de mots uki, n'est-ce pas? Uki qui peut être la forme disons, déverbale du verbe uku, qui veut dire flotter et être inconstant, et yo, le monde. Et donc, mais uki peut être aussi la forme de liaison, le rentaike de l'adjectif ushi, qui veut dire aussi sinistre, n'est-ce pas, ce qui est. Donc les livrets du monde flottant, du monde sinistre, qui concernent aussi, bien sûr, le monde des plaisirs. Et je reprends le dictionnaire historique du Japon, l'article du dictionnaire historique du Japon, traduit Koshokumono par les histoires galantes. C'est le terme que vous avez ici au premier et troisième paragraphe, n'est-ce pas? Alors c'est un genre assez vaste, des Koshokumono, qui comprend tout ce qui se rapporte principalement aux diverses formes de la vie amoureuse et de la sexualité, qui peuvent aller des récits à portée morale, c'est-à-dire au sens de description des mœurs, n'est-ce pas? Le roman moral, c'est pas un roman qui est édifiant, mais c'est ce qui décrit les mœurs d'une classe, d'une société. Et ils peuvent parfois être édifiants aussi. Le Gonin Onna, d'un certain côté, enfin, est édifiant dans la mesure où il propose des héroïnes malheureuses, et aussi en allant franchement vers des narrations plus scabreuses, toujours dans le genre Koshokumono, et on donne souvent comme exemple de cette tendance extrême du Koshokumono, voisin de la pornographie. Enfin, on parle parfois de pornographie, c'est très exagéré, surtout à notre époque, mais c'est vrai que c'est nettement plus orienté vers les descriptions directes que chez Saikaku lui-même, où vous ne trouvez absolument rien de répréhensible, même dans une bonne partie de son œuvre, en tout cas. Et je vous donne comme celui qu'on cite souvent comme l'un des protagonistes de ce genre scabreux, de cette extrémité scabreuse du Koshokumono, qui est Torindo Chomaro, dont on n'a pas les dates exactes, mais dont on cite souvent ce Koshoku Aka Eboshi, n'est-ce pas,
le chapeau, le couvre-chef rouge de la galanterie de 1695. Vous voyez qu'on est encore dans l'époque de Saikaku. Si vous regardez vous trouverez pas mal d'illustrations sur l'Internet tirées de ce livre, vous verrez que c'est parfaitement innocent. On regarde des shunga, n'est-ce pas, des images érotiques qui sont aussi à la mode. Enfin, à l'époque, c'est tout à fait innocent. Alors, ce qui va nous... dans la production de Saikaku, qui est plus orientée aussi vers une description plus réaliste des relations entre les protagonistes, vous avez ce Koshoku Seisui, qui justement... qui a été traduit par Daniel Struve sous le titre de Chronique galante de prospérité et de décadence, de 88 aussi, n'est-ce pas, vous voyez que donc Koshoku est présent dans les deux titres. Donc le terme même de Koshoku fait partie d'un ensemble lexical plus vaste, dont nous verrons plus bas un autre exemple, un ensemble qui se trouve être également l'un des composés les plus importants pour notre propos. Les deux composés sont élaborés autour du caractère chinois qu'on prononce. Alors pour l'instant, je vais le prononcer shoku. En chinois, ça se prononce sa. Enfin en chinois, en pékinois moderne, n'est-ce pas? Et en japonais, alors comme d'habitude, les choses sont moins simples en japonais, il se prononce de trois façons différentes, qui va, cette triple prononciation, va à la fois diversifier ces acceptions, mais en même temps les réunir derrière le caractère, si bien que, comme d'habitude, encore une fois, il va falloir penser à ces trois dimensions à chaque fois que nous tenterons de définir, de circonscrire le champ sémantique de ce terme. Ça ne veut bien sûr pas dire que les écrivains japonais, les locuteurs japonais les avaient en tête, ces trois dimensions, mais elles sont toujours susceptibles de réapparaître sous une forme ou sous une autre au fil de leur utilisation littéraire. C'est quelque chose de tout à fait, bien sûr, c'est un phénomène auquel vous êtes habitués maintenant depuis le temps que nous faisons ces cours, mais il réapparaît de plus belle dans le contexte de Saikaku, ce qui est d'ailleurs l'une des choses l'une des causes qui m'ont conduit à le traiter. Donc ce caractère chinois en japonais, il se prononce de deux façons en chinois, mais je n'ai pas, ça ne nous concerne pas. Ce sont des affaires de chinois moderne, donc nous n'avons pas à les traiter ici. Mais disons qu'il se prononce d'une unique façon en chinois classique, et alors qu'il est diversifié sous trois lectures. Vous connaissez maintenant la distinction entre ondoku et kundoku, la lecture phonétique, la lecture explicative. La lecture phonétique étant l'adaptation japonaise de la prononciation chinoise continentale des différentes époques auxquelles ce caractère est parvenu au Japon, et la lecture explicative, le kundoku, c'est le mot proprement japonais qui a été plaqué comme traduction et lecture du caractère. En lecture phonétique, donc, nous en avons deux en japonais, shoku et shiki, et la lecture explicative, la lecture donc japonaise, c'est ido, n'est-ce pas? Donc le Yamato Kotoba et le Kara Kotoba, comme disait Nolinaga, sont ainsi distingués. Et vous allez voir que les deux lectures phonétiques sont réparties selon comme d'habitude encore une fois, selon deux catégories bien définies, mais qui vont se chevaucher ensuite. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors donc nous partirons d'abord de la lecture shoku, qui est la lecture la plus
la plus générale, c'est-à-dire celle qui n'est pas définie a priori comme bouddhique. Alors, on ne peut pas parler d'étymologie, parce que et là aussi, je toucherai très très brièvement à l'étymologie, mais vous savez que lorsqu'on parle d'étymologie en chinois et en sino-japonais, il y a deux dimensions de l'étymologie. Vous avez l'étymologie du caractère, ce que signifie le caractère dans sa version primitive, nous reviendrons tout à l'heure dessus, et puis ce que signifie la prononciation du caractère. C'est distinct, n'est-ce pas? Et de même pour l'étymologie japonaise après. Mais, alors il faut toujours avoir aussi cette double et triple dimension en tête. Vous voyez, les choses ne sont pas faciles, mais enfin, je n'ai jamais prétendu que le monde sino-japonais était facile. En tout cas, cette démarche préalable d'analyse du champ sémantique semble nécessaire au vu du peu d'intérêt qu'ont montré à cet égard les divers japonisants qui se sont attaqués, le plus souvent avec une grande sensibilité et érudition, à l'œuvre de Saikaku. On traite ces termes comme des sortes de présupposés. Mais il semble que les philologues eux-mêmes en viennent parfois à accorder moins d'importance aux fondations langagières sans lesquelles le sujet d'étude des philologues n'existerait pas, ou sous un tout autre aspect. Or, il se trouve que l'amas langagier, l'amas de langage, qui s'est constitué autour du sinogramme shoku et prolongé par ses développements japonais, est d'une grande richesse et résume à lui seul une partie considérable de l'histoire des idées tel que le restitue l'examen de l'évolution sémantique des termes chinois. L'affaire est quelque peu complexe, mais mérite largement que l'on s'y arrête plus en détail. Nous passerons rapidement sur le sens exact du sinogramme du caractère chinois, du kanji lui-même. On sait que l'interprétation du sens premier des caractères chinois, lorsqu'ils ne sont pas idéographiques à proprement parler, n'est-ce pas, le caractère qui signifie l'éléphant, si vous faites l'histoire du caractère, vous voyez très bien qu'au début c'est un petit éléphant, n'est-ce pas, ou le scorpion et des choses comme ça. Là c'est tout à fait évident, mais lorsque ce ne sont pas des idéogrammes, l'affaire ou même des pictogrammes dans ce cas, ça devient très, très délicat, puisque vous avez des interprétations traditionnelles, vous avez des interprétations élaborées par les philologues modernes à partir de sources archéologiques, enfin épigraphiques, etc., qui n'étaient pas traitées auparavant, et ces interprétations sont la plupart du temps irréconciliables. Pour ce qui est du caractère shoku que je mets en bas de page, vous voyez, c'est le dernier, le quatrième, celui qui arrive au quatrième paragraphe. Évidemment, je ne vous ai pas donné les versions anciennes, mais ça ne sera que de peu d'utilité. Alors, vous voyez, je mentionne deux bons dictionnaires japonais modernes de caractères chinois, le Shinjigen de Kadokawa et le Kanjikai de Sanseido, et les deux ne sont pas d'accord, évidemment, mais on pourrait y voir soit un homme, la partie supérieure, vous voyez, c'est le caractère qui correspondrait à Hito, l'homme, qui est superposé sur un autre homme agenouillé, enfin une autre personne, en tout cas agenouillé. Et l'ensemble impliquerait d'abord le désir sexuel, n'est-ce pas? Puis ensuite la beauté seulement. Après la beauté. Alors vous voyez, on intervertit la direction de l'évolution sémantique. Alors la beauté d'une personne, et puis la beauté, comme en français on dit la beauté ou une beauté pour dire une belle personne, n'est-ce pas? Ce serait la même évolution. Une autre lecture dans un dictionnaire plus récent, donc le dictionnaire de Sanseido, qui reprend une glose ancienne chinoise et qui est très intéressante aussi, mais voit le terme composé d'un être humain d'abord, et puis aussi d'une tablette officielle rompue, vous savez, qui servait de mot de passe en quelque sorte en signe de reconnaissance. Et le tout est réinterprété par une association d'idées que je m'explique mal, comme expression du visage.
et c'est-à-dire peut-être apparence, dignité d'apparence à la cour. C'est lorsque vous aviez les deux tablettes réunies que vous étiez officiellement reconnu, n'est-ce pas, et que donc vous pouviez prendre toute votre dignité d'apparence. Alors, on s'aperçoit en tout cas que la palette de sens de ce sinogramme est disposée dès sa création. Désir sexuel, la mine, l'apparence et le minois, le frais minois, la beauté du visage. Alors, nous ne pourrions pas, bien sûr, même résumer l'histoire du terme après sa création graphique, mais nous nous contenterons de remarquer les grandes étapes telles qu'elles étaient connues des lettrés japonais. À l'époque, mon point d'arrivée, c'est bien sûr Saikaku, n'est-ce pas? Mais tel qu'il était connu des lettrés, et même voire du grand public japonais, à cause de leur cursus d'études, qui était, comme vous le savez, les Japonais étaient la capacité de lire et d'écrire au Japon était très très répandue, même dans le peuple, et il y avait un cursus de base auquel tout le monde avait plus ou moins touché. Donc, ce cursus était fondé sur la lecture des classiques chinois, était aussi augmenté de la récitation des textes bouddhiques et de la diffusion des notions bouddhiques. C'est la grande différence avec l'enseignement classique chinois qui mettait moins en relief le bouddhisme. Mais le bouddhisme faisait bien plus partie de l'arrière-plan culturel japonais que chinois. Tout dépend des époques, bien sûr. Je parle de l'époque d'Edo, qui correspond à l'époque des Ming en Chine, à peu près, et des Qing. Donc, cette superposition des notions bouddhiques apportait à la notion confucianiste un gauchissement considérable. C'était déjà le cas en Chine, bien sûr, puisque au fil des siècles, les choses ont changé, mais au début, dans ce qui correspond au Moyen-Âge chinois, c'était la situation. Mais elle restera peut-être plus profondément ancrée au Japon. Nous allons donc parcourir cette histoire au pas de course. Alors, en défiant la chronologie chinoise, je pourrais dire, puisque je vous parle de l'enseignement, de la chronologie d'enseignement à l'époque d'Edo, n'est-ce pas? On pourrait dire, et non seulement à l'époque d'Edo, mais même dès l'époque de Heian, on pourrait dire que l'abécédaire du Japon, c'est ce dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, ce livre des 1000 caractères, le Senjimon, n'est-ce pas, qui date sans doute du VIe siècle en Chine, qui a été importé au Japon à date très ancienne, et qui est l'un des livres dans lesquels on apprenait à lire et ensuite la calligraphie. Et ce livre des 1000 caractères, comme je vous l'ai dit, qui regroupait en 250 vers de 4 syllabes, ce qui fait 1000, n'est-ce pas, des caractères qui n'apparaissent qu'une fois à chaque fois. Donc, quand vous aviez appris tous les vers, vous aviez appris 1000 caractères. Et dans ce livre des 1000 caractères, vous avez, ce sont toujours des constructions parallèles, vous voyez, deux fois 2 caractères, et ce très court segment de 4 caractères qu'on peut lire en japonais Kambo. Alors, oui, je n'entre pas dans les détails, c'est ce qu'on appelle alors on parle du bunsen ou monzen yomi, n'est-ce pas? Il y a deux façons de dire. Disons qu'à l'époque, à l'époque ancienne, on devait dire monzen yomi, c'est-à-dire que vous donnez d'abord la lecture phonétique et ensuite la lecture explicative. Et vous voyez que Kambo, c'est la lecture phonétique, qui est tout de suite explicitée en Katachi o Kangamite, et ensuite Benshoku qui est explicité en Ido Wakimao. Je n'entre pas dans les détails, ça veut dire à peu près, donc, en examinant l'apparence, on discernera l'expression. Et vous voyez que Ido, le dernier caractère, est mis en parallèle avec le caractère Bo, qui se dit Katachi, qui veut dire aussi la contenance, l'apparence. Et souvent, ces deux caractères, Bo et Shoku, Katachi et Ido, sont utilisés parallèlement dans les textes chinois et japonais.
Donc, c'est-à-dire que les pensées intimes de la personne se révèlent dans sa mine. Donc, c'est le sens neutre, en quelque sorte, du sinogramme qui est en parfait accord avec qui est en parfait accord avec les sens les plus anciens, et en particulier, comme toujours, je suis la chronologie du cursus des études. On commence au Japon, comme dans toute l'Asie de l'époque, à étudier avec Confucius. Et les analectes, donc les entretiens de Confucius, les Rango, furent le livre de classe du Japon, comme partout ailleurs en Asie. C'est ce que nous allons voir. Alors, il semble donc que le sens de couleur, au sens de la couleur de la gamme chromatique, n'est-ce pas, ne soit pas premier pour le sinogramme shoku. Parce que ce serait plutôt l'attrait sensuel, physique, provoqué par une belle apparence. C'est un sens abstrait, donc plutôt que concret, bien que nous le verrons, le sens de couleur, à proprement parler, soit aussi anciennement attesté, même s'il n'est pas déductible du sinogramme. C'est un des petits mystères de cette étymologie. Le sens de couleur n'apparaît pas dans la constitution même du caractère shoku, comme je viens de vous le dire, ça évoque plutôt la sensualité, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, il y a plusieurs façons de construire les caractères chinois. La façon dont est construit le caractère shoku, c'est celui qu'on appelle kai-i en japonais, hui-i, c'est-à-dire une association de sens, et ce n'est donc pas un caractère, ce n'est pas un caractère qui manifeste le son ou bien un sens, une reproduction, et on voit bien, n'est-ce pas, c'est deux personnes qui interagissent, donc la couleur n'est pas dedans. Donc, chez Confucius, lorsqu'il est utilisé seul, le caractère shoku, qui se lit iro lorsqu'on lit Confucius en japonais, donc c'est bien l'équivalent des deux est bien attesté en japonais, je vous dis dès les b.a.ba de l'éducation. Il peut aussi bien signifier désir sexuel, sensualité, au sens le plus concret, que expression du visage. Le meilleur exemple en est cette citation du maître que je vous donne ici, n'est-ce pas? Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas lire à chaque fois, mais je vous donne simplement la traduction. Je vous donne la traduction, la lecture japonaise, le kundoku, et puis le sens original, le texte original, et je vous lirai simplement la traduction sans aller dans les détails. Donc, au chapitre 16, n'est-ce pas, l'homme de bien doit se discipliner sur 3 points. Quand il est jeune et que son tempérament n'est pas encore réglé, c'est la sensualité qu'il doit discipliner. Et vous voyez le caractère kai, n'est-ce pas, la discipline, l'ordre, et la sensualité, c'est ido. Vous voyez que la dernière phrase, c'est imashimuru koto iro ni ari. Le fait de se contenir, de se discipliner, c'est dans le shoku, c'est-à-dire le iro en japonais, c'est la sensualité. Et d'ailleurs, cette citation de Confucius est le titre d'un film très célèbre taïwanais qu'on a traduit qui s'est traduit en anglais par, je crois que c'était Lust Caution, n'est-ce pas? Ce qui ne veut pas dire grand-chose en anglais, mais évidemment pour les Chinois, ça fait directement allusion à cela. Donc, on ne saurait être plus clair, mais l'autre sens d'expression du visage est tout aussi fermement attesté. C'est elle qui dénote la véritable piété filiale lorsque le fils s'acquitte de ses obligations auprès de son père. Et le maître de déclarer, comme ici, Iro Katashi, c'est l'expression du visage qui est le plus difficile lorsque l'on exécute la piété filiale. Le plus difficile est de faire en sorte qu'on lise l'affection et le respect filial, et non le souci d'assurer une fonction routinière. Bon, je ne reviens pas sur les idées de Confucius. Et toujours chez lui, au chapitre 16, oui, nous avons cette citation sur ce qu'on appelle les 9 attentions, kushi, n'est-ce pas, kokonotsu no moi,
de l'homme de bien, le kunshi, le kunshi, c'est-à-dire le sage selon Confucius, qui il réunit les deux termes que nous avons vus dans les livres de 1000 caractères. Vous voyez encore une fois Katachi et Ido. Ici, la première proposition commence par Ido, la seconde par Katachi. Et donc, pour la mine, l'expression du visage, il fait attention, le sage, à ce qu'elle soit sereine, c'est-à-dire bienveillante ou douce. Et pour la contenance, l'attitude, il fait attention à ce qu'elle soit respectueuse, ou yayashi en japonais. Le shoku est donc le plus souvent chez Confucius l'apparence extérieure, l'expression, la contenance, l'attitude qui doit être constamment surveillée, car elle peut faire facilement glisser vers l'immoralité. Cette méfiance est au mieux exprimée dans cette célèbre sentence que tout le monde connaît, qui se trouve par 2 fois dans les entretiens, que je vous traduis, n'est-ce pas, Kogen et Shoku Sukunashi Jin, dans paroles habiles et belles mines, j'en vois bien peu de la bonté humaine. Donc, ce contraste entre les paroles, la mine, l'apparence et la vraie moralité est toujours présent chez Confucius. On le voit encore mieux dans cette citation un peu longue, où il oppose la perfection, l'achèvement moral, tatsu, n'est-ce pas, et la simple notoriété, bun, lorsqu'il répond à une question de son disciple, shicho en japonais, sur ce qu'est l'accomplissement, le tatsu, n'est-ce pas. Confucius il demande d'abord ce qu'il entend par accomplissement, et son disciple lui répond que c'est avoir bonne réputation dans le royaume et dans sa famille. Ce à quoi Confucius rétorque qu'il ne s'agit que de réputation et non d'accomplissement. Et je vous cite, « L'homme accompli est droit et aime la justice. Il examine les paroles et observe l'expression de ceux à qui il a affaire. » Kanshoku, n'est-ce pas? Iro omite. Vous l'avez à peu près juste à la ligne médiane. Il est considéré et s'abaisse vers les gens. Il sera forcément accompli aux yeux du royaume comme de sa famille. Un homme de bonne réputation, lui, prendra des mines de bonté, mais ses actes le démentiront. Il s'y contente. Alors, vous voyez que prendra des mines de beauté, c'est à la fin de l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas? Iro ni jin o torite, n'est-ce pas? Donc, dans son apparence, il prendra la bonté, littéralement. Mais ses actes le démentiront. Il s'y cantonnera pourtant sans douter de soi, et il aura forcément bonne réputation dans le royaume comme dans le clan. Donc vous voyez, la réputation n'est pas l'accomplissement. Il y a à l'évidence tout lieu de se méfier du shoku chez Confucius. C'est quelque chose à surveiller étroitement. Et revenons sur cette évolution sémantique intéressante du chinois, où, à la différence du japonais, le composé ganshoku, qui... excusez-moi, je voulais donner, je pense que... Oui, c'est la troisième ligne, n'est-ce pas? Ganshoku, qu'on lit yense. C'est un composé très ancien qu'on voit chez Confucius, donc. Mais dans la langue chinoise moderne, il signifie presque exclusivement la couleur, n'est-ce pas? Mais évidemment, chez Confucius, il n'est attesté qu'au sens d'expression du visage. Et je vous donne encore, sans vous donner la prononciation ici, enfin vous la trouverez facilement. Au chapitre 8 de Confucius, on trouve encore des entretiens, on trouve cette citation tout à fait significative. Son disciple Zhangzi, n'est-ce pas, Soshi, qui est affligé d'une maladie mortelle, déclare « Lorsqu'un oiseau va mourir, son chant se fait triste. Lorsqu'un homme va mourir, ses paroles se font bienfaisantes. » Et donc, à propos de ça, il dit donc, il est 3 choses que l'homme de bien doit priser dans sa pratique de la voix. Lorsqu'il agit en sa personne, se tenir loin de toute arrogance. Lorsqu'il compose son expression, et vous avez ici ganshoku, n'est-ce pas, être au plus près de la sincérité. Dans le ton de ses paroles, il se tient à distance de toute grossièreté. Nous voyons donc que chez Confucius, bien que la notion de sensualité ne soit pas complètement absente, c'est plutôt le sens de visage social, pour ainsi dire, qui est privilégié. Et l'on remarquera que le sens de couleur semble ignoré.
Ce n'est certainement pas le reflet d'un fait de langue effectif, car si nous tournons vers l'autre axe majeur de la pensée chinoise antique, dont la portée canonique fut peut-être moindre, mais qui était largement lu malgré tout, le livre de la voie et de sa vertu de Lao Tzu, n'est-ce pas, dont je vous donne le Dotokyo, nous trouvons bien le sens concret de couleur. Et malgré la complexe histoire de ces deux textes, on pourra considérer sans trop de risque que les deux étaient dans l'état où nous les connaissons dès les environs de 200 avant Jésus-Christ. Bon, à toutes fins utiles, on peut les considérer comme des textes contemporains. En tout cas, pour les Japonais qui les ont reçus bien plus tard, il n'y a pas de grande différence chronologique. Et donc, il est intéressant de les mettre en relation. Et nous constatons que chez Lao Tzu, le mot shoku n'est pratiquement pas employé et il ne l'est guère qu'une seule fois, et dans le sens bien concret de couleur, comme je vous donne ici. Les 5 couleurs aveuglent l'œil, les 5 notes assourdissent l'oreille, les 5 saveurs déroutent la bouche. Il n'y a pas de doute que nous avons bien affaire au sens de couleur. Et c'est ce sens concret, donc, est bien attesté dès l'époque des classiques, bien que Confucius ne l'emploie pas, qui va s'imposer à travers les textes bouddhiques, cette fois, lorsque ceux-ci commencent à être traduits des langues de l'Inde à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est en effet par ce caractère chinois, shoku, que sera rendu dans la langue chinoise l'un des concepts de base de la psychologie bouddhique, qui est fondé sur une théorie de la perception et des processus mentaux, qui explique comment les êtres se trouvent entraînés dans le cycle des naissances et des morts. Nous ne pouvons ici qu'exposer très succinctement le champ sémantique nouveau ouvert par l'utilisation de ce sinogramme pour traduire le sanskrit, un mot sanskrit qui est rupa. Je n'entre pas dans les détails ici. Nous en évoquerons 2 facettes principales. Pour ce faire, et toujours en accord avec notre choix de donner les sources que tous connaissaient au Japon et qui influaient perpétuellement sur la culture des différentes époques, nous partirons tout simplement de l'un des textes bouddhiques le plus connus, le Sutra du cœur, le Hanya Shingyo, qu'on prononce aussi Shingyo, n'est-ce pas, où le terme Shiki, alors cette fois évidemment il est prononcé à la bouddhique Shiki et non plus Shoku, parce que nous sommes en plein bouddhisme, et Shoku est donc ce qui relève du littéraire, du confucianisme, du scientifique. Shiki, c'est ce qui relève du bouddhisme, très grosso modo. Et ce terme, donc, occupe une place primordiale dans les 2 sens. Il est très important et c'est aussi parmi les premiers de ce sutra du cœur, n'est-ce pas ? Les premiers mots de ce sutra du cœur. On peut même dire que c'est le premier mot après le vocatif de l'interlocuteur du Bodhisattva Avalokiteshvara qui récite ce sutra. Je vous en donne, vous voyez, Shalishi Shiki Fuiku Ku Fuishiki Shiki Sokuze Ku Ku Sokuze Shiki Ju Sogyo Shiki Yakubu Nyose. Tout le monde connaît cela en Extrême-Orient. Et donc, Shariputra, le sensible n'est autre que la vacuité n'est autre que le sensible est la vacuité même, la vacuité est le sensible même. Il en est de même des perceptions, notions, formations et consciences. Vous voyez que je traduis ici Shoku, Shiki par sensible et non plus par couleur. Ce n'est pas seulement la couleur, c'est tout ce qui est le visible, n'est-ce pas ? Sans entrer dans les détails, nous avons ici résumé la base de la théorie bouddhique de l'existence. Les existants, c'est-à-dire les dharmas, shoho, n'est-ce pas, sont formés de 5 agrégats. C'est le premier mot de la dernière ligne, les gohon, n'est-ce pas, gohun ou gohon, on peut traduire gohun ou gohon. Et ces derniers sont psychiques. De 5 agrégats, dont les 4 derniers, c'est ce qui est donné ici, vous avez shiki, ju, so, gyo, shiki, ils sont psychiques et peuvent être englobés dans le seul terme de shin, n'est-ce pas, de kokoro, l'esprit. Alors que le premier, shoku, traduit le sanskrit rupa. Et ce mot indien désigne la forme en général, l'apparence, le signe, l'image. On le trouve d'ailleurs dans le terme indien moderne de roupi, n'est-ce pas, la roupie qui vient de rupia, c'est la pièce qui est marquée. De là, il a signifié l'objet des sens en général. Non seulement le visible, mais la materia prima, c'est-à-dire la matière première, mais au sens indien, n'est-ce pas, ce n'est pas une matière concrète, c'est même le contraire. C'est cette espèce de masse que vous percevez et dans laquelle vous redéfinissez les formes.
C'est pourquoi on l'a traduit parfois par matière, ce qui est un peu trompeur. Il vaudrait mieux parler de visible ou de sensible. C'est le phénoménal par excellence. Et il est ici métonymique pour tous les autres objets de la perception des êtres. Il est clair que dès le début du bouddhisme, car le dogme des 4 agrégats et des 5 agrégats est commun, et des 5 agrégats est commun à toutes les branches, les existences sont compris dans un continuum psychique et physique. Le sensible est la partie extérieure aux opérations psychiques et la matière, donc le visible, est indissociable de l'esprit. N'est-ce pas? Donc ça ne peut pas dire ce chose de la matière. Et remarquons que dans le Shingyo, c'est la vacuité qui est prédiquée au visible. N'est-ce pas? Donc, Hiro et Ku, Shiki et Ku sont la même chose. Et toujours dans le Sutra du cœur, vous avez le terme de Shiki réapparaît aussitôt après dans un nouveau contexte qui introduit un autre dogme fondamental qui est tout à fait dans la continuité du précédent. Je vais aller très vite, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous donne cette traduction. C'est pourquoi dans la vacuité, il n'est ni sensible, c'est-à-dire ni shiki, n'est-ce pas? Il n'y a pas de shiki, il n'y a pas de visible. Il n'est ni sensible, ni perception, ni notion, ni opération de conscience, ni opération, ni conscience. Il n'est ni œil, ni ouïe, ni nez, ni langue, ni corps, ni pensée. Il n'est ni couleur, ni son, ni parfum, ni goût, ni toucher, ni existant. Il n'est ni domaine de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'au domaine de la conscience psychique. Nous avons ici la description de tout le mécanisme de la perception bouddhique qui mène à l'appréhension du monde phénoménal, et en conséquence, l'appréhension du monde phénoménal est au lien et au désir que l'on produit à son égard, et donc, en conséquence, l'emprise du monde phénoménal sur l'esprit de l'être qui est pris à tout jamais dans ses filets. Si nous comparons la place du visible à celle du sensible dans le dogme précédent, nous constatons que Shoku n'y est plus que l'un des 6 composants du sensible, alors qu'il représentait l'ensemble des 6 dans le dogme des 4 agrégats. En prenant, comme c'est souvent le cas en raison d'artifices de syntaxe, le premier terme pour l'ensemble, donc c'est shiki, il est normal que le mot shiki, dans son évolution sémantique, en soit venu à désigner tout le sensible, tout objet d'essence, et partant tout objet du désir. Nous voyons qu'ainsi, par un chemin qui peut apparaître détourné, le flair des traducteurs du sanskrit en chinois les a menés à réactiver, pour ainsi dire, dans un nouveau contexte d'origine indienne, cet ancien terme chinois qui par plusieurs sens s'en rapprochait. Mais l'on voit que la nuance importante d'amour sensuel, de sensualité que possédait le sinogramme dès l'époque antique, ne pouvait qu'infléchir davantage encore le dogme bouddhique, dont l'intention première était certes d'expliquer le mécanisme de l'attachement de la conscience humaine, des êtres, mais c'est avant tout de l'être humain, bien sûr, qui nous concerne davantage, mais qui prenait soin de ne pas définir moralement ce mécanisme, au moins dans sa description. C'est donc un excellent exemple de la traduction créative du chinois bouddhique. Ce n'est pas pour le plaisir de compliquer les choses, mais il faut cependant faire brièvement, je vais passer très rapidement là-dessus, allusion à un troisième dogme bouddhique où le terme shiki figure. Il s'agit du dogme des 3 mondes, ou des 3 plans d'existence, qui structurent le cycle des naissances et des morts, où les êtres évoluent à travers les 6 voies. Ces 3 mondes sont, par ordre ascendant, le monde du désir, je vous le donne au point 3, n'est-ce pas ? Donc le monde du désir, le monde de la forme, le monde de l'absence de forme. Il y a donc ici une apparente contradiction avec ce que nous venons de voir du mot shiki. C'est bien le premier niveau qui est le nôtre, celui du monde du désir qui est placé sous l'empire des sens, et en particulier de la sensualité, ainsi qu'il est exprimé dans le composé des 2 termes désir des formes, qui est l'un des plus forts en ce niveau. C'est le shikiyoku que je vous donne au point 4, n'est-ce pas ? Le monde des formes est la dimension divine, où le deuxième donc, est la dimension divine où le désir a disparu et il ne reste plus que la contemplation de formes, pour ainsi dire abstraites, ultime attraction dont les dieux qui s'y trouvent se délivrent peu à peu par la méditation, avant d'avoir accès à l'ultime dimension, qui est cependant encore dans le cycle, c'est l'absence de forme. La contradiction n'est qu'apparente,
car la célèbre parabole du chapitre 3 du Sutra du Lotus résume bien la situation. Les trois mondes, donc les trois mondes, c'est-à-dire le monde du désir, de la forme et de l'absence de forme, sont comme une maison en feu. C'est le dernier point de cette diapositive, n'est-ce pas? Sangai Kataku, les trois mondes, les trois plans de notre monde sont comme une maison en feu qui doit être évacuée aussi rapidement que possible. Nous voyons donc que le terme shoku, shiki, s'est trouvé non pas détourné, mais enrichi et infléchi par sa récupération dans la doctrine bouddhique. Il devient l'objet le plus convoité de la perception sensorielle et du désir sensuel. Cela est bien résumé dans un autre texte chinois qui sera fort lu au Japon et qui reprend l'enseignement du maître du Tendai. Je vous donne le titre en haut. Le titre complet est trop complet pour que je vous le dise ici. Je l'intitule maintenant « La summule de contemplation », la petite somme de contemplation, par égard à la grande somme de contemplation, qui est le grand traité du même maître du Tendai, 6e siècle. Et c'est sous la rubrique « Réfréner le désir », vous voyez, « Shikiyoku o ka sulumono ». Donc, dans ce chapitre, cette rubrique, il décrit les 5 désirs à réprimer, qui correspondent donc à chacun de nos 5 sens physiques, et à commencer bien sûr par l'objet de la vue, le visible. C'est le premier. On voit que ce sont bien les 2 grands sens principaux qui sont pris en compte ici, la beauté physique, et singulièrement celle du visage, chez les représentants des 2 sexes d'une part, et le chatoiement des couleurs de l'autre. Donc vous avez la beauté sensuelle et les couleurs à proprement parler. Je vous donne la traduction. Réfréner le désir de l'apparence sensuelle. C'est la forme et la prestance des hommes et des femmes, des 2 sexes donc, aux yeux faits, aux hauts sourcils, aux lèvres rouges et aux dents blanches, de même que les trésors de ce monde, bleu, jaune, blanc, rouge, pourpre, vert, smaragdin, les couleurs merveilleuses dans leur diversité qui font naître au premier regard l'appétence chez les sots et les entraînent aux actions mauvaises. C'est à la lumière donc de ce premier tour d'horizon sémantique que nous pouvons nous tourner vers 2 composés sino-japonais importants pour notre enquête et que nous avons rencontrés dès le premier cours. Il s'agira tout d'abord d'en poser quelques jalons chinois, mais il convient au préalable de poser un avertissement méthodologique, encore une fois fondamental en ce qui concerne directement les langues dans leurs différences profondes, le japonais et le chinois. Ou plutôt une attitude directement liée à ce versant de ce que j'appelle la hiéroglossie, n'est-ce pas, qui est la sinoglossie, donc la langue chinoise comme centre, comme donneuse de sens en quelque sorte au japonais. Nous avons vu que le japonais en son lexique se divise en 2 groupes, les wago et les kango, les yamato kotoba et les kana kotoba dont je vous ai parlé tout à l'heure, les mots purement japonais et les mots chinois. Le chinois classique est très largement monosyllabique, bien plus que le chinois moderne. On peut d'ailleurs dire, sans trop de risque de se tromper, que la première vague de composés bisyllabiques, de 2 caractères, commence avec la traduction des textes bouddhiques. Il y a vraiment un basculement dans la composition du vocabulaire après l'introduction du bouddhisme. Et le chinois adaptant le procédé sanskrit de composition nominale. Je ne suis pas le premier à le remarquer, mais je pense que Victor Mayer en a parlé aussi, et puis plus récemment, un article de 2 spécialistes chinois du bouddhisme chinois, qui en ont parlé aussi. Mais la plupart du temps, dans les textes canoniques chinois que nous voyons, les segments de 2 syllabes, ce que nous avons vu jusqu'ici, ne sont pas forcément des composés liés et lexicalisés, c'est-à-dire liés au sens de bound en anglais, c'est-à-dire que l'on trouve toujours ensemble. Mais ce sont des rencontres syntaxiques qui se font au fil du discours. Ils recouvrent souvent, en chinois, des fonctions grammaticales fort différentes qu'un locuteur chinois de l'époque n'identifierait pas comme un élément lexical. Mais en japonais, en raison de la différence linguistique d'une part et du statut canonique du chinois de l'autre, ces segments syntaxiques libres, en quelque sorte, se lexicalisent et deviennent des références lexicales et stylistiques.
Cela est particulièrement sensible en poésie, où toute locution se trouvant dans un poème chinois devient sanctifiée comme un élément de vocabulaire poétique, et rappelons que c'est avant tout en lecture phonétique qu'il passe dans la langue. Ce n'est qu'en étant traité à nouveau, n'est-ce pas, par la lecture explicative que le composé retrouve, ou plutôt précise, ces diverses nuances, et peut se diviser dès lors, décalé et altéré, en japonais. C'est-à-dire que lorsque les Japonais lisent un classique chinois, ils voient deux caractères, alors que ces deux caractères leur assemblage est fortuit, enfin, est purement syntaxique en chinois. Les Japonais en font un composé de deux caractères qui devient lexicalisé. C'est ainsi que le composé koshoku, donc, le composé que vous voyez ici dans la première citation, et que nous avons déjà vu la semaine dernière, se rencontre dès Confucius et ses successeurs, mais recouvrant des relations syntaxiques différentes. Je n'insiste pas sur le fait qu'en chinois moderne, c'est exprimé d'ailleurs par des différences de prononciation, au sens adjectival de ko, hao, n'est-ce pas, c'est au troisième ton, et au sens verbal, c'est hao, quatrième ton. Donc, il nous donne ainsi une claire idée des nuances impliquées, encore qu'il soit difficile de distinguer un jugement moral. Alors, en particulier, dans cette célèbre sentence du chapitre 9 de Confucius, « Je n'ai jamais vu que l'on aimât la vertu », et vous avez en chinois donc « hao de », n'est-ce pas, comme on aima la beauté, hao se, et c'est donc le caractère hao quatrième ton qui correspond au verbe japonais aimer. Donc on le lira iro okonomu nangotoku, iro okonomu, koshoku, iro okonomu, aimer la couleur, la forme, la belle forme. Alors, il semble qu'ici, Confucius ne blâme pas tant le fait d'aimer la beauté ou les beautés que de ne pas aimer autant la vertu. Il y a une sorte d'évidence, de reconnaissance de l'évidence de ce penchant, donc vers la sensualité, que la morale ne pourra réprimer, contrairement au précepte bouddhique vu plus haut, n'est-ce pas ? Il n'est pas ici chez Confucius condition de réprimer les désirs, mais d'aimer la vertu autant que la beauté. Et c'est une évidence qui est soulignée par Mencius, n'est-ce pas, qui est le disciple de Confucius, mais au moins troisième génération, qui a vécu presque un siècle après lui, dans cette sentence, Koshoku, hito no hossuru tokoro nari, les belles femmes, les beautés, n'est-ce pas, la beauté, voilà ce que l'on désire. Bon, il n'y a pas plus clair, n'est-ce pas ? Mais il est posé une évidence que l'on ne blâme pas. Cette impression de neutralité morale est renforcée par ce passage de la grande étude, n'est-ce pas, le Daigaku, qui est une partie du livre des rites, du Raisho, qui a pris son indépendance pour devenir l'un des 4 livres qui forment la base élémentaire de l'éducation du monde chinois et sino-glossique, aux côtés de Mencius et de Confucius. Et il est réputé composer des commentaires faits par le disciple de Confucius, Soushi, que nous avons vu tout à l'heure à l'article de la mort. Alors voici ce que dit ce Daigaku, n'est-ce pas, la grande étude. Être fidèle à son intention, c'est ne pas tricher avec soi-même. Tout comme détester les mauvaises odeurs et aimer la beauté, c'est se donner satisfaction. Vous voyez que nous avons ici, c'est bien clair, n'est-ce pas ? On aime la beauté par un mouvement instinctif aussi profond que ce qui nous fait détourner des mauvaises odeurs. Et j'attire votre attention sur cet intéressant point grammatical. Vous voyez que c'est Koshoku okonomu. En chinois, on le lirait maintenant. Vous avez les 2 emplois grammaticaux du même caractère, les 2 emplois possibles, comme verbe d'abord, comme adjectif après. Vous voyez les premiers caractères de la 2e ligne. Hao, haose, n'est-ce pas ? Koshoku okonomu. Yoki iro okonomu. Les Japonais vont faire la bonne analyse grammaticale. En chinois, ce sont les 2 mêmes caractères. C'est pourquoi l'homme de bien devra se surveiller lorsqu'il est seul. Bon, je n'insiste pas là-dessus. On voit encore ici l'attraction pour la beauté présentée comme une inclinaison
inéluctable de l'esprit humain. Nous sommes donc encore très loin de la réprobation bouddhique. Et pourtant, elle est bien passée par là, puisqu'en chinois moderne, n'est-ce pas, le composé qui est maintenant fixé, qui est lexicalisé en chinois moderne, Hausa, signifie bien au mieux libertin, le plus souvent débauché, voire obsédé, comme en japonais. Et donc le terme de koshoku, tel qu'on le voit utilisé à l'époque de Saikaku, est donc l'héritier de toutes ces sources classiques. Partagé par la Chine et le Japon, il charrie les liens sémantiques les plus anciens avec une vision bouddhique du monde en raison du caractère pluridimensionnel du mot shoku, shiki, etc. Et nous pouvons renvoyer à notre cours sur Norinaga, où nous avions déjà parlé de la généalogie de Koshoku, en insistant sur sa revitalisation à l'époque d'Edo. C'est Norinaga qui a ainsi associé cette notion au Genji, tout en refusant d'envisager que la romancière ait voulu porter un jugement à ce sujet. Alors donc le composé Koshoku, que nous pourrons traduire par libertinage, avec quelques-uns de nos collègues, et non des moindres, ou bien en exagérant à peine par érotomanie, qu'on trouve parfois aussi, sinon tout simplement par débauche ou donjuanisme, pour les hommes en tout cas, dont nous venons de voir la fortune japonaise, est aussi lexicalisé en chinois moderne, qui partage donc ce terme avec le japonais, comme nous venons de le dire. Mais en japonais moderne, comme en chinois moderne, on ne peut dire que le terme ait un sens laudatif. En japonais, choshoku bungaku, par exemple, relativement peu employé à présent, au profit d'emprunts anglais, ne signifie guère autre chose que littérature pornographique. Le terme est plus franchement péjoratif. Attendez, je ne sais pas. Moi, je ne vous ai pas donné ces... et plus franchement péjoratif en chinois, ou une locution comme Haosejutu, n'est-ce pas, qui est Koshoku no to en japonais, est traduit sur la toile comme Dirty Old Man, n'est-ce pas, vous voyez, vieux cochon en quelque sorte. On peut même aller plus loin. Nous en verrons un exemple plus frappant tout à l'heure, mais il semble bien que dans une certaine opinion dominante chinoise, c'est pour ça qu'il est très intéressant de confronter, même à l'époque moderne, les visions que la Chine a du Japon et que le Japon... On connaît bien, on connaît mieux ce que le Japon pense de la Chine pour toutes sortes de raisons, on connaît moins ce que l'inverse, n'est-ce pas? Mais... il semble bien que chez les Chinois, une certaine couche en tout cas de Chinois, le terme de Koshoku soit plus spécialement associé à la culture japonaise. Et il suffit d'entrer le terme chinois sur un moteur de recherche pour trouver des choses de ce type, n'est-ce pas? Vous voyez en chinois, donc, Wei Shemer Jemer House. Pourquoi les Japonais sont-ils à ce point obsédés par le sexe, n'est-ce pas? La question implique que les autres peuples le sont beaucoup moins, comme nous le savons tous. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans la dernière phrase. Dans la dernière phrase, vous voyez, donc il est bien certain que l'attitude de la société japonaise à l'égard du sexe n'est pas la même que dans celle de beaucoup d'autres peuples. Bon. Alors, donc l'explication qui est donnée à cette propension japonaise est tout aussi fondée sur les clichés. Alors, je vous résume cette citation, n'est-ce pas? Ancien peuple de guerriers toujours prêts à la mort, les Japonais ne recherchent pas le plaisir, mais à s'assurer une descendance la plus abondante possible. C'est une idée curieusement archaïque, puisque à notre époque où sexe et reproduction semblent être clairement séparés. Et aussi, cette obsession du sexe est une conséquence de la fréquence au Japon des catastrophes naturelles. Donc, les Japonais ayant plus tendance à mourir que les autres, les samouraïs, maintenant, je ne sais pas trop ce qu'ils font au Japon, mais enfin, donc ils ont intérêt à faire du sexe, en quelque sorte. C'est une idée curieuse, je vous la donne comme référence. Et vous verrez qu'il y aura, je finirai sur quelque chose d'assez proche. Alors, avant d'aborder la dernière partie, faisons une brève mais indispensable digression, conformément à l'orientation première de notre enquête, sur la transposition japonaise de ces deux termes chinois, shoku et koshoku, qui sont bien sûr la voie de leur intégration en profondeur de la langue. Je ne surprendrai personne d'en chercher mes deux exemples,
Il y en a bien sûr, ils sont innombrables, je ne peux même pas évoquer mais dans la poésie japonaise, et tout spécialement chez Jien, que vous connaissez bien, 1155-1225, qui nous donne comme toujours la plus grande palette de nuances, étant à la fois poète et, non pas paysan, mais poète et moine et dignitaire bouddhique. Les deux poèmes que nous allons voir illustrent deux sens fondamentaux du mot japonais Ido, qui est la lecture explicative traditionnelle de Shoku. Nous ne tenterons pas de nous aventurer ici dans les méandres de l'idéologie de Shoku. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est un peu compliqué. Mais il faudrait vraiment faire une monographie sur ce terme. Alors présentons d'abord ce poème de la centurie de Jien. Je vous le donne ici, je ne le dis pas parce que nous avons vraiment très peu de temps. La feuille du banyan. De quel vent donc se blesse-t-elle? Un cœur automnal apparaît en ses couleurs. Et c'est dans le passage correspondant du lotus, donc nous avons affaire à un Shakyoka, un poème bouddhique, qui est fait sur un passage du Sutra du lotus. Donc dans le passage correspondant du Sutra, le Bouddha rassure sa tante et sa femme délaissée, qui craignent de ne pas être concernés par l'annonciation, n'est-ce pas, qu'il vient de faire aux auditeurs, en disant aux auditeurs qu'ils deviendront un jour Bouddha, n'est-ce pas. Et il les rassure donc, et le Bouddha rassure les deux femmes de sa vie, si vous voulez. Et Jien, ici comme d'habitude, lorsqu'apparaissent des femmes dans le Sutra du Lotus, même lorsqu'il s'agit d'ogresses, donne au poème une connotation amoureuse. Parce que dans la rhétorique donc, poétique, enfin la poésie, lorsque vous faites un poème sur une femme, voilà, il faut que vous mettiez dans in the mood, n'est-ce pas, dans l'ambiance amoureuse. Donc la question du Bouddha, sous sa forme poétique, pourrait être en fait la question anxieuse, la question faite au Bouddha, n'est-ce pas, pour être la question anxieuse d'un amant. Et voyez comment le mot Ido reprend le shiki du sutra. Dans le sutra, je vous ai donné la citation en première ligne, vous voyez bien le dernier caractère, c'est le caractère Ido. Udeuru Ido, la mine sinistre, la mine anxieuse. Et comment le poète, donc, jouant sur la métaphore du banyan, le banyan c'est un peu comme l'artichaut, si vous voulez, c'est un arbre qui n'a pas de quand vous dépiotez l'écorce, eh bien vous ne trouvez plus rien. C'est donc le symbole de l'inconsistant. Et le double sens du mot aki, qui est l'automne et le dégoût, et aussi le vide, n'est-ce pas? Donc ça fait un poème que l'on peut lire à deux niveaux au moins, n'est-ce pas? Sur le ton du badinage amoureux, Jien dit « Légère que vous êtes, quel vent a donc changé votre humeur? Voici que le dégoût de votre cœur apparaît sur votre visage. » C'est un reproche badin. Mais le sens bouddhique plus profond est « Sans réalité aucune, quel vent a-t-on à craindre ?» Et « Fu », n'est-ce pas, kaze, c'est le vent du karma, n'est-ce pas, le vent qui emporte tout. Quel vent a-t-on à craindre? C'est sur une substance vide qu'apparaît le phénoménal. Car il s'agit bien de phénoménal ici. Ido, c'est tout notre monde soumis au désir, et Jien en fait le maître mot de son poème sur un autre que je vous donne ici, sur la première des 10 incités. Je ne reviendrai pas là-dessus, n'est-ce pas, ce dogme primordial du Sutra du Lotus, qui commence justement par les 3 incités de l'aspect, so, n'est-ce pas, la nature, sho, et la substance, tai. Alors, remarquons ici le jeu des synonymes auquel fait appel le poète et le rappel de conception désormais universalisée au Japon à travers la comptine mnémotechnique que nous connaissons tous sur Idoha no Uta. Vous savez que pour apprendre le syllabaire japonais, on en a fait une petite comptine qui donne chaque lettre du syllabaire et qui commence justement par Ido, Idowa, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le premier mot qu'apprennent même les petits japonais lorsqu'ils lisent, n'est-ce pas? Lorsqu'ils apprennent à lire. Donc ce poème donne le signal de toute une production poétique postérieure où nous retrouvons ces termes mis en jeu. Ido fait désormais partie du vocabulaire poétique fondamental et avec de surcroît une connotation bouddhique dont il ne se départira plus. C'est ce poème ici. Apparence qui se révèle dans la rutinance des formes. Nul qui depuis toujours ne contienne en bouton la fleur qui doit s'épanouir. Comme dans le poème précédent, Jien exprime une vérité à 2 niveaux.
Ici, ce sont toutes les marques du monde phénoménal qui se présentent certes sous le signe de la couleur, du visible, mais c'est aussi la couleur unique du lotus qui contient la réalité ultime, laquelle s'épanouira finalement. La réalité est derrière les apparences rutilantes. Le temps nous manque pour aller plus avant dans l'exploration de Shoku et de Koshoku. Mais nous ne pouvons passer sous silence le fait que si la locution sous forme sino-japonaise semble prendre un essor nouveau autour de l'époque de Saikaku comme catégorie littéraire, elle était déjà largement utilisée dans les textes littéraires bien antérieurs, ceux de l'époque de Heian. Et nous avons ne pas comprendre des hésitations de Ono Susumu, du grand linguiste philologue Ono Susumu, qui nous a pourtant habitués à bien plus grande hardiesse, à relier la locution japonaise irogonomi à Koshoku. Dans son dictionnaire, en effet, il hésite, il dit ça doit être ça, mais disons en tout cas que cette locution apparaît dans le Issei Monogatari, donc dès le Xe siècle, comme dans le Genji Monogatari lui-même, et ainsi que dans le Yamato Monogatari. Donc nous sommes indiquant généralement un homme ou une femme emporté par l'amour ou le plaisir. On peut associer à ce terme celui de tsukimono, qui est à première vue plus général, un amateur, mais à ne pas confondre avec monozuki, mais il faudrait toute une monographie pour rendre compte de ce domaine, et je n'insisterai pas là-dessus. Sans compter que parallèlement, la même époque, celle de Saikaku, voit se développer un terme dont le grand intérêt est qu'il procure à la notion de Koshoku une structure, pour ainsi dire, conceptuelle, qui lui permette de s'intégrer par mimétisme, pour ainsi dire, dans le prolongement de vues traditionnelles, et par un camouflage assez facile à percer à jour, donner une apparence, sinon de respectabilité, du moins de tenue esthétique, voire idéologique, au mode de vie impliqué par le Koshoku ou le hirogonomi, n'est-ce pas, la galanterie, la sensualité. C'est par ailleurs un terme désormais si familier en japonais que l'on ne se rend pas compte de sa singularité. Il s'agit du terme de la voie de la sensualité, Ido no Michi, n'est-ce pas, Shikido, que l'on peut traduire aussi par la voie du plaisir, voire la vie de débauche. Et je vous fais remarquer qu'il est lu Shikido et pas Shokudo, c'est-à-dire avec la lecture bouddhique. Cette singularité lexicale du japonais se signale par sa distribution linguistique même, puisque de tous les termes sinographiques que nous avons vus jusqu'à présent, Shikido est le seul qui ne soit pas d'origine chinoise, mais semble être, jusqu'à plus ample informé, une création langagère propre au Japon. Il n'est pas dans les dictionnaires chinois, même dans le grand dictionnaire, le Hanyu Datsudien, il semble, je n'ai pu le consulter que électroniquement, donc je me méfie toujours un peu, mais il ne signifie rien de plus que se consacrer, c'est-à-dire faire son mode de vie, c'est ce qu'implique le mot voie, se consacrer à la sensualité telle que nous venons d'essayer de la circonscrire. Si nous ne pouvons faire encore l'histoire précise de l'apparition de ce terme, il est incontestable que son essor coïncide avec l'époque de Saikaku, c'est-à-dire la fin du XVIIe siècle. Nous n'en voulons pour preuve que l'apparition du monument consacré à ce domaine, dont le titre est tout à fait explicite, n'est-ce pas, Shikido o Kagami, qu'on lit parfois Shikido Taikyo, mais c'est Shikido o Kagami, le grand miroir de la voie des plaisirs, qui paraît 4 ans avant la vie d'un libertin, 1682, n'est-ce pas, et là c'est 1678, et qui est de ce Fujimoto Hatakeyama, n'est-ce pas, bonne chose, qui est une sorte de... Alors, il ne faudrait pas le lire, justement, en espérant trouver, attiré par le titre, en espérant trouver des scènes galantes analogues à celles que nous pourrions espérer d'un livre du XVIIIe siècle en Europe qui s'intitulerait de la même façon, n'est-ce pas? Il s'agit en réalité d'une description très minutieuse des réalia, de toutes les choses concrètes de la vie des quartiers des plaisirs, de l'organisation et de la tenue, de la gérance, de la tenue des établissements qui sont les relais des clients, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a tout un chemin à parcourir, même quand vous êtes dans le quartier des plaisirs,
de votre entrée jusqu'à l'aboutissement de votre projet d'entrée, et des questions économiques et des tarifs, etc. Ce qui est intéressant dans la création de ce terme, donc vous voyez qu'il reprend tout, c'est qu'il met en quelque sorte la recherche du plaisir au niveau des autres voies qui sont désignées au Japon par le terme de do, de michi, n'est-ce pas, et qui sont des voies qui sont des grandes perspectives pour mener la vie humaine à un niveau supérieur, que ce soit je n'ai pas le, pardon, je ne vous ai pas donné la, donc que ce soit la voie de la poésie, Uta no Michi, n'est-ce pas, Kado, ou la voie bouddhique, Butsudo, Hotoke no Michi, dont nous avons vu que les poètes penseurs de la fin de Heian avaient établi l'égalité. Donc la voie du plaisir constitue ainsi nommée une sorte de troisième voie. Saikaku lui-même la mentionne dès l'introduction de son premier roman, le Ichida Yotoko, en suggérant précisément qu'il s'agit bien, paradoxe extraordinaire, d'une voie de dépassement de ce monde. Après avoir fait son célèbre décompte des conquêtes de son héros Yonosuke, vous vous souvenez, enfin l'équivalent de la liste du Don Juan, sauf qu'ici, il inclut hommes et femmes, n'est-ce pas, 750 hommes et 3200 et des poussières femmes, n'est-ce pas. Et il nous dit tout à fait sérieusement, Ukiyo no koto o Hoka ni nashite, ou bien Soto ni nashite, ici il faut dire Hoka ni nashite, je pense, Shikido futatsu ni netemo sametemo yumesuke to kaena yobarete. Donc, mettant de côté les affaires de ce monde flottant, se consacrant en veille et au sommeil aux deux voies du plaisir, il changea son nom en Suke le rêveur. Inutile sans doute de préciser que la double voie des plaisirs est celle des femmes et des éphèbes. Mais l'ironie est dans le fait que Saikaku la présente bien comme une voie de libération. C'est pas Ukiyo no koto o Hokani, il se met, ou même Sotoni, le monde flottant, il se met à l'écart du monde flottant, c'est-à-dire que sa vie dans le quartier des plaisirs devient une sorte de retrait du monde. Nous voyons de ce néologisme japonais, apparaissant ainsi à l'époque des Koshokumono, un stratagème intellectuel subtil et de grande portée, qui permet de donner un cadre doctrinal, pour ainsi dire, à cette façon relativement nouvelle de délimiter la transgression, en l'isolant dans des quartiers de plaisir qui deviennent l'équivalent bourgeois de la cour au-dessus des nuages de Heian. Le Shikido devient la voie reliant le Genji Monogatari au roman de Saikaku, une voie qui se prolongera jusque chez Norinaga, qui, en redéfinissant la conduite du prince radieux comme Koshoku, comme galanterie, enfin comme érotomanie même, pourra le mettre au-delà de la morale en ce qu'il suit une voie dérivant de celle des dieux. Le Shikido du Kurua, donc la voie des plaisirs, du quartier des plaisirs, et le Kado, donc la Utanomichi, la voie de la poésie du Dairi, du palais impérial, et c'est le Hotokenomichi, le Butsudo, la voie du Bouddha, des temples. Les Occidentaux, je peux aussi vous... Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un livre qui a très bonne réputation et que je n'ai pas eu le temps de lire, mais qui traite, d'après ce que j'ai pu voir, qui traite aussi des deux époques de l'érotique japonaise, de Heian et de Edo, donc autour de Murasaki Shikibu d'un côté et de Saikaku de l'autre. C'est un spécialiste de littérature comparée de l'Université de Bordeaux et qui a très bonne réputation, n'est-ce pas ? J'essaierai de le lire le plus rapidement possible pour découvrir ce qu'il en dit. Alors, les Occidentaux ne mesurent pas assez à quel point ce terme de Shikido est particulier à la langue japonaise. Ce n'est pas le cas des Chinois, auxquels nous revenons encore une fois, et nous terminerons cette leçon sur le prière d'insérer d'un livre récent paru en Chine, dont je vous donne ici, Zhebenjen de Se Dao, n'est-ce pas, la voie des plaisirs des Japonais. Je n'en cite pas l'auteur, ce n'est pas la peine de polémiquer, n'est-ce pas, et qui attribue à ce cadre conceptuel du Shikido, donc, à la fois conceptuel et pratique, la responsabilité d'une bonne partie de ce que la Chine reproche de façon souvent justifiée à son voisin. Des massacres de Nankin aux femmes de réconfort de l'armée japonaise, tout en étant reliés à la conception que les Japonais ont du sexe.
le paradoxe final, donc je ne vous donne pas tout, je vous invite, mais vous voyez que l'avant-dernier point est assez intéressant parce qu'il parle donc de l'armée impériale, des femmes de réconfort, des relations entre les samouraïs et les courtisanes qui sont l'une des parties des Koshokumono. Et ensuite, il met dans le vif du sujet, n'est-ce pas, Yujo, vous voyez, et donc les courtisanes des quartiers des plaisirs et leurs clients, hein, c'est vraiment le saikaku, mais les moines et les nonnes, hein, vous voyez, et les supérieurs, les supérieurs des bureaux avec les employés de bureau, les vieux messieurs avec les lycéennes, etc. etc. C'est-à-dire qu'il met les thèmes aussi des films pornographiques japonais, tout est dans la même catégorie de Shikido, c'est quelque chose de très intéressant. Donc. Le paradoxe final serait donc que la création de cette voie de la sensualité, qui aurait dû servir à légitimer une sorte de pratique de l'amoralité, l'apostrophe, est aboutie à en faire un argument moral aux mains de l'accusation. Il doit y avoir une morale dans tout cela. Nous aborderons à la première leçon un autre concept important en lien avec la narration de Saikaku et je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine.